Salut les mecs! En attendant que je craque la bonne recette pour me faire des cafés latte glacés, eh bien voilà, dédicace à une des boîtes dans laquelle j'investis, Starbucks, délicieux. Mais c'est tellement pas de ça dont on veut parler les mecs. L'heure est très très grave, il s'est passé quelque chose d'abominable. Il s'est passé une chose qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Lena Situation a été plus ou moins traitée d'éléphant de mer, au-delà du fait que comme ça le sujet peut avoir l'air un petit peu désuet. En fait on va en parler, parce que si vous voulez c'est un sujet qui, on dirait pas comme ça, mais c'est un sujet qui me touche, et je vais vous expliquer pourquoi. Et au-delà de cette réflexion de fond, je vous dirai ce que je pense de ce cas en particulier. Et c'est possible que la position que je vais adopter détonne un petit peu de ce qu'on entend habituellement, mais je pense que là-dessus, vous êtes habitués. Alors, première chose, pourquoi dis-je que ce sujet me touche? Eh bien, tout simplement parce que, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui encourage régulièrement les gens à se lancer dans la création de contenu, parce que je considère que, même si on est employé, même si on cherche pas spécialement à vouloir devenir indépendant, même si on ne cherche pas à devenir entrepreneur, c'est une super idée de profiter de ce terrain de jeu exceptionnel que sont les réseaux sociaux pour s'exercer à partager ses idées, pour s'exercer à mettre en avant son expertise, pour s'exercer à partager des choses qui peuvent aider ceux qui nous suivent à grandir, à devenir meilleurs, à être plus motivés. Et c'est vrai qu'il y a une des choses qui peut nous retenir de nous exposer, c'est qu'on a peur d'être attaqué, et l'attaque la plus basique et la plus bête qu'on peut recevoir, eh bien ce sont des attaques sur notre physique. C'est quelque chose qui touche plus particulièrement les femmes. Ça, c'est pas du féminisme à 2 balles que de le dire. Je vous donne un exemple tout simple de ça, parce que moi je mange quand même des tonnes et des tonnes de commentaires tous les jours, donc j'ai quand même un petit peu de recul sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux et sur la manière dont le public réagit. Récemment, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale. Tenez, je vais vous montrer, comme ça ce sera plus parlant. Donc disais-je, récemment j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale qui portait sur la philosophe qui s'appelle Julia de Funès, et j'ai eu quand même pas mal de commentaires du type oui, ce qu'elle dit c'est pas très intéressant, elle est connue parce qu'elle est jolie, voilà, elle est connue parce qu'elle a un joli visage, et le truc c'est que juste avant j'avais fait une vidéo sur Pierre Ninet, et donc là il y avait 0 commentaire qui disait quelque chose du genre ouais, si Pierre Ninet a percé, c'est en rien grâce à ses qualités d'acteur, c'est pas du tout parce qu'il sait être cool face au public, c'est parce qu'il a un joli visage, voilà. Donc le public majoritairement masculin sur YouTube va avoir tendance à réduire les femmes à leur physique. Alors, donc c'est pas du tout du féminisme à 2 balles que de dire ça, c'est factuel quoi. C'est difficile pour tout le monde de se lancer, de créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais quand on est une nana, il y a cette difficulté supplémentaire qu'on va avoir plus de remarques sur notre physique. Donc c'est un sujet qui me touche d'abord parce que j'encourage un maximum les gens à se lancer, et le fait qu'il y ait cette menace comme ça d'être jugé sur notre physique, c'est quelque chose qui peut empêcher les gens de franchir le pas, ou alors de se lancer et puis de repartir tout de suite parce qu'ils n'auront pas la peau assez dure pour assumer les choses qu'ils vont recevoir dans la figure. Alors ce sujet me touche également parce que en gros je dois avoir à peu près 1% des commentaires sur ma chaîne qui portent sur mon physique, et en fait à chaque fois que je reçois un commentaire sur mon physique, j'ai envie de mettre une paire de claques aux gens qui l'ont formulé, parce que c'est super désagréable en fait. On est là pour parler d'un sujet, on est là pour mettre en avant notre expertise sur un domaine, on est là pour partager de l'information, peut-être parfois de la motivation, et puis t'as des mecs qui te regardent comme ça, des mecs qui te regardent comme ça et qui disent ouais, t'as vu ta chemise, c'est pas du tout classe, comment peut-on parler de rhétorique en étant habillé comme ça, etc. Enfin des trucs, tu te dis mais les gars, où est-ce que vous avez chopé ça? Est-ce que dans le traité de la rhétorique d'Aristote, il y a marqué un grand orateur ne met pas de chemise comme ci, etc. Vous êtes ravagés les mecs, vous êtes des énormes grosses victimes, et c'est ça le truc le plus drôle, c'est que c'est souvent des droitardés qui font ce genre de commentaires, c'est des droitardés en mode ouais, un vrai mec il est comme ci, un vrai mec il est comme ça, alors que les mecs probablement je leur arrache la tête avec une paire de baffes, donc vraiment c'est... Enfin vous voyez, je m'énerve, je suis en train de m'énerver parce que ce genre de commentaires m'agace, donc c'est majoritairement des droitardés qui font ce genre de commentaires sur le physique, sachant que la première fois que je me suis mangé des commentaires sur le physique, c'est des gauchistes. J'ai une chaîne secondaire, vous voyez, qui s'appelle l'Atelier de Rhétorique, et sur cette chaîne secondaire, j'avais fait une série de vidéos, d'ailleurs je pourrais la reprendre parce que c'était assez marrant,
où j'analysais des chansons de rap, et j'avais fait une analyse sur PNL, j'avais fait une analyse sur Damso, une analyse sur Booba, si je me trompe pas, et suite à l'analyse que j'avais faite sur PNL, il y a Danny Herras qui avait fait un react à ma vidéo sur Twitch, et c'était la première fois en fait que je m'étais pris une petite vague de haine. Donc ça m'a permis de me renforcer, mais sur le coup c'était assez désagréable parce qu'ils arrêtaient pas de parler de mon physique. C'était des trucs du type non mais regarde ce mec Jacques-Henri avec son pull, sa tête de bourgeois de centre-ville, etc. Et les gens commentaient également là-dessus dans le chat. Donc j'avais plein de trucs sur la manière dont je me comportais, la manière dont je parlais, les gestes que je faisais, la manière dont j'étais habillé, la manière dont j'étais coiffé, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez désagréable. Alors, ceci étant posé, je vais vous dire ce que je pense de ce cas tout à fait particulier. Alors, donc, ce qui m'a alerté sur ce sujet, c'est, voilà, une fois n'est pas coutume, c'est sur LinkedIn. Il y avait quelqu'un qui avait signalé sa vertu sur LinkedIn en disant, oui, au drame, au désespoir, c'est un scandale, Lena Situation a été attaquée sur son physique. Donc, il y a eu pas mal de commentaires sous ces photos avec des trucs, trop grosses cuisses, on dirait une dinde de chez Pierre Dodu. Trop de burgers, tu manges bien à la cantine, félicitations pour le bébé, donc voilà, des choses comme ça. Alors en vérité, quand on regarde les commentaires qu'elle a sur sa photo, c'est majoritairement des gens qui disent t'es trop belle, ma chérie, bravo, t'es belle comme t'es, je trouve ça hallucinant, les gens qui t'attaquent, etc. Je dis ça, c'est pas du tout pour dédouaner ceux qui l'ont critiqué. Hein. Honnêtement, je trouve que quelqu'un qui perd son temps à venir critiquer le physique de quelqu'un, c'est quelque chose qui doit pas valoir grand chose, et on aimerait bien voir sa tête aussi. Donc ceci dit, une fois qu'on a posé ça, rien ne justifie de faire des commentaires pour attaquer le physique de quelqu'un. Il y a quand même une dimension de cette affaire où il faudrait pas non plus être hypocrite. Vous voyez, moi je vous dis, j'ai à peu près 1% de commentaires qui portent sur mon physique. Mais le truc c'est que je suis pas un influenceur mode, je suis pas un influenceur beauté. Quand vous regardez les réseaux sociaux de Lena Situation, c'est quand même beaucoup des photos où elle se met en avant, où elle met en avant ses tenues, mais où elle met en avant son physique, vous voyez. Donc il faut quand même garder à l'esprit que ce que le public nous renvoie, il nous renvoie des choses par rapport à ce qu'on leur a donné. Donc ça ne m'étonne pas qu'une personne qui met beaucoup son physique en avant reçoive beaucoup de commentaires sur le physique, vous voyez. Donc il faut pas non plus être hypocrite. Quelqu'un qui fait de son gagne-pain le fait de se mettre en avant physiquement, c'est quelqu'un qui va recevoir plus de commentaires sur le physique qu'une autre personne, vous voyez. Et donc encore une fois, quand je dis ça, ça ne dédouane pas du tout les gens qui font des commentaires sur le physique, mais il faut pas non plus être hypocrite et être outré par le fait que voilà, quand on met en avant notre physique, on est critiqué sur ce qu'on a mis en avant. Et il y a une autre dimension dans cette affaire, c'est que en fait Lena Situation va avoir tendance à réagir à ce genre de cas en disant voilà, moi j'ai pris le parti de me montrer tel que j'étais pour permettre aux gens d'être moins complexés, donc j'assume mes formes, etc. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ça reste une jeune et jolie fille, ça reste une fille qui est jeune et jolie, ça reste une fille qui, je pense, passe quand même pas mal de temps pour entretenir son physique. Et ce que je veux dire derrière ça, c'est que le physique, ça fait quand même partie des choses sur lesquelles on a une marge de manœuvre. Et il y a quand même un discours ambiant du type non mais il faut s'assumer complètement, voilà, être gros c'est joli, être fragile c'est joli, etc. C'est quand même quelque chose sur lequel on a un impact. On a quand même un impact sur les choses qu'on va manger, sur les choses qu'on va refuser de manger. On peut quand même faire un effort pour être en forme physiquement. Donc encourager les gens à se montrer tels qu'ils sont, à s'assumer tels qu'ils sont, ça passe pour quelque chose qui est super du point de vue de la santé mentale, mais être gros, être obèse, c'est pas quelque chose qui est bon pour la santé. C'est pas sain à l'échelle d'une société de dire non mais assumez-vous, c'est normal d'être gros, etc. Et donc encore une fois, ce que je dis là, ça n'enlève rien au fait que c'est mal de critiquer quelqu'un sur son physique. Mais d'un autre côté, je pense qu'une personne qui est en surpoids devrait
devrait plutôt être motivé à adopter un mode de vie plus sain qu'être encouragé dans le fait que finalement il n'y a pas de normalité. Voilà, être obèse ou être anorexique, c'est super normal, etc. Alors que derrière ça, il y a des vraies pathologies. Voilà donc ce que j'ai à vous dire sur cette affaire. Premièrement, lancez-vous dans la création de contenu. Ceux qui vous critiquent sont des immenses losers. Deuxièmement, rien ne justifie d'attaquer quelqu'un sur son physique. Troisièmement, le public va réagir à ce que vous montrez le plus souvent. Donc si vous mettez plus souvent des idées sur la table, bah vous allez avoir des discussions au niveau des idées avec le public. Si vous mettez le plus souvent votre physique sur la table, bah c'est surtout sur le physique que vous allez avoir des discussions avec le public. Et donc une manière d'être moins attaqué sur son physique, bah c'est de mettre d'autres choses en avant, j'imagine. Et finalement, je pense qu'une société qui va bien, c'est plus une société qui va mettre en avant un esprit sain dans un corps sain qu'une société qui va dire tous les corps se valent, assumez-vous comme vous êtes et tout ira bien. Non, il y a des choses quand même assez basiques de ce qu'est un corps sain, de ce qu'est être en bonne santé, et de temps en temps, bah c'est des évidences, mais comme j'ai l'impression que parfois on marche un peu sur la tête, ça vaut la peine de les rappeler. Ceci étant posé, on va maintenant parler un petit peu de thunes les mecs. Côté investissement, donc bah c'est toujours le même délire en fait depuis plusieurs mois. Quand on regarde un petit peu la tête des marchés, donc regardez par exemple le SP500, on va prendre un mois, vous voyez ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et c'est vraiment dans ces moments-là que je suis content d'être un investisseur dans les dividendes, parce que moi les fluctuations journalières, finalement c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi ce que j'ai envie de voir c'est cette courbe qui croît. Là pour ce mois de mai, on n'est pas loin de passer la barre des 200 €, et on va les passer parce que je vais avoir des gros payeurs en dividendes là qui vont envoyer du lourd. De toute façon, je vous tiens au courant de tout ça, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est que vous avez des périodes où les marchés font des pas de côté, et dans ces périodes, le gros des retours que vous allez obtenir, c'est dans les dividendes. Donc après, il y a plein d'arguments pour avoir un autre type de stratégie, etc. Mais en tout cas, c'est cette stratégie que je choisis parce que je la trouve sûre, parce que je la trouve stimulante, et parce qu'elle permet, le plus important, c'est de pas se mettre à jouer. Voilà, il y a des gens qui, pendant qu'il y a de la volatilité, ils savent plus où se mettre, parce que évidemment, moi, si j'avais que des positions de croissance, si j'avais des positions du type, je sais pas quoi, moi, Google, Amazon, Facebook, PayPal, enfin des boîtes où tout ce qu'on peut espérer, c'est un peu de croissance pour pouvoir sortir de la position à un moment et puis essayer d'encaisser une plus-value parce que la boîte ne nous verse pas d'argent, bah je serais assez embêté là dans la volatilité. On se dit est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. Moi c'est pas du tout mon problème. Moi, mon problème c'est de savoir que les boîtes que j'ai en portefeuille sont capables de faire de l'argent en vendant des services et des produits et d'en partager avec moi une part significative. Donc c'est la stratégie que je choisis, c'est une stratégie qui, il se trouve qu'elle performe pas mal en termes d'appréciation du capital, mais voilà, moi ce que je veux c'est que mon capital soit au moins préservé. S'il est préservé de l'inflation, c'est déjà très bien, mais à côté de ça, je veux un rendement, je veux un capital qui s'apprécie tranquillement, et à côté de ça, je veux des revenus qui augmentent. C'est tout l'intérêt de cette stratégie d'investissement à dividendes. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, pourquoi pas avec une stratégie à dividendes, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DeGiro, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, et ça c'est assez sympa si vous voulez commencer à construire un portefeuille avec de petits montants. Et l'autre pilier de cette stratégie, c'est que j'investis dans de l'immobilier tokenisé. Vous savez que je suis investisseur chez Realty. Ce qui est chouette en ce moment chez Realty, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu autant de propriétés sur la marketplace, donc vous avez celle-là qui va bientôt disparaître parce qu'on va se rapprocher de la date à laquelle les loyers vont être versés. C'est ça qui joue beaucoup, hein. Certains se demandent mais pourquoi est-ce que certaines propriétés restent sur la marketplace. Vous avez le prix. Donc vous voyez, quand vous avez une propriété qui coûte 1 million ou une propriété qui coûte 1,6 million, bah elle reste plus longtemps sur la marketplace, et tant mieux quoi. Une propriété comme ça à 9,80, bah celle-là je vais en racheter encore plusieurs parts, vu qu'elle ne va seulement verser ses loyers qu'en juillet, bah j'accélérerai mon rythme d'achat quand on se rapprochera de la start date, et vous allez voir qu'à ce moment-là ça va quand même baisser beaucoup plus rapidement. Et l'autre truc cool qui va se passer chez Realty, c'est que là vous avez 4 propriétés qui ont été mises sur la marketplace.
marketplace et que certaines de ces propriétés, elles ont une start date le 1er juin. Ça veut dire que vous achetez 50 balles de cette propriété maintenant et dès la semaine prochaine, vous commencez à toucher les loyers. Donc, je vais sélectionner celles qui vont verser leur loyer dès la semaine prochaine et je vais mettre une petite pièce dedans. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on augmente également ses revenus. Regardez là, j'ai passé un cap. Vous voyez, donc ça c'est mon portefeuille chez Realty. Vous voyez que je suis investi dans pas mal de trucs. De toute façon, moi, dès qu'il y a des propriétés sur la marketplace, je renforce parce que je sais que vu la vitesse à laquelle les loyers arrivent et vu la possibilité qu'on a de réinvestir directement les loyers dans de nouvelles propriétés, on a un véritable effet cumulé qui me plaît beaucoup. Et je viens de passer un cap qui est assez sympa, j'ai dépassé les 500 $ par an en loyer récolté. On se rapproche de la barre des 10 $ récoltés par semaine. Je pense qu'on l'aura dépassé ce soir avec les nouvelles propriétés que je vais acheter. Et je vous rappelle mon objectif pour cette année. Je sais pas si je vais l'atteindre, mais je vais essayer d'aller vers ça. J'aimerais qu'à la fin de l'année, je sois à 100 € récoltés en dividendes par mois. Et 100 € récoltés en dividendes, enfin en loyer par mois, c'est pas mal. Hein. C'est quoi? C'est à peu près l'équivalent de louer une place de parking ou quelque chose comme ça. Donc c'est très sympa. Et vu que ces loyers, on les réinvestit, et ça permet d'avoir un vrai bel effet cumulé. Donc si vous n'investissez pas encore chez Realty, vous savez que vous pouvez commencer à investir avec le lien que vous avez sous cette vidéo. De rien, et ça me rapporte un petit quelque chose, ce qui est un très bon moyen de soutenir cette chaîne en faisant de l'argent ensemble.